Gunnar et Romain, premier podcast en français de la série Les Sopranos sur Spotify. Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de la famille Soprano, le podcast familial pour le débrief d'une grande série familiale. Je suis toujours avec mon frère Romain. Comment ça va mon frère ? Ouais, ça va à la forme. On a bien bossé sur cet épisode 4. On va vous en parler aujourd'hui. Alors, cet épisode s'appelle en version française La Nouvelle Ère, en version originale Meadowlands. Moi perso, je préfère le titre de la version française pour le coup. C'est un bon indicateur de l'épisode sur ce qui va se passer, un moment assez important. Une scène un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'auparavant. Donc on a Tony qui est dans le cabinet médical du docteur Melfi. Et derrière, par la fenêtre, on voit Ash Badkins. Il sort de nulle part. Et un peu bizarrement, on voit qu'il marche pas vraiment. On dirait qu'il est sur une plaque de glace. Donc il passe d'un côté à l'autre de la fenêtre. Et Tony, lui, bien alerté, qui a très peur de ce qui est en train de se passer, va dire à Melfi, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Et Melfi qui va dire à Tony que Ash a rendez-vous avec elle à 15h. Donc, Tony en panique, qui essaie de fuir la pièce du docteur Melfi, va ouvrir une porte de la salle d'attente. Là, on va voir Silvio avec une fille à moitié nue dans cette salle d'attente. Avec Polly et Pussy, et Polly qui va regarder Tony d'un air pas content, un air très sérieux. Il a l'air de juger un peu Tony. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens à ce moment-là en regardant la scène. On va aussi voir Anthony Junior qui va regarder son père avec, un air un peu curieux. Tony, pris de panique, lui va se retourner vers Melfi. Et quand Melfi va se retourner vers lui à son tour, là on voit Livia, la mère de Tony. Donc là, clairement cauchemar. Donc heureusement pour lui, donc Tony se réveille, bien choqué de ce qu'il vient de voir dans son rêve. Mon interprétation à moi, ce serait que voilà, Tony, il a quand même assez peur que ses rendez-vous avec le docteur Melfi soient découverts par le reste de sa bande. Alors moi, c'est ce que j'en pense. Après, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses toi de cette scène. Alors moi, ce que j'en pense, c'est un peu comme toi en fait. Bon, au début, on sait pas trop si on est dans la réalité ou dans l'irréel. Au final, on comprend plus tard un peu dans la scène que c'est un rêve. C'est un rêve et il y a les angoisses. Il y a les angoisses de Tony par rapport à ses séances psy. Dont il a peur qu'elle soit découverte par son équipe ou par les gens du milieu. Donc on voit tout son crew. On voit aussi le fils de Tony, Eiji. Et on voit aussi Jackie. Jackie qui dit des trucs un peu bizarres. Il est dans le bureau de Melfi sur son lit d'hôpital. Donc là on comprend que c'est du délire. Et il lui dit tu sens la pluie, tu sens l'orage. Je pense qu'il parle un peu de la mort qui arrive. Mais c'est bizarre parce que j'avais cru comprendre qu'il était déjà mort dans l'épisode précédent. Mais non, en fait, il est toujours là. Ouais, il est toujours là, il est sur la fin. Ouais, moment stressant, je pense, pour Tony. Beaucoup de choses se passent pour lui dans sa vie. Les rendez-vous, les problèmes de la famille Soprano en général. Qui va prendre les rênes après la mort de Jackie ? Tout ça commence à jouer beaucoup dans son esprit. Alors la prochaine scène, en fait, on voit Tony qui se réveille de son cauchemar. Pas à côté de sa femme, mais à côté d'Irina. Donc il est pas chez lui. Il revient dans le foyer familial assez tard. Et il n'y a que Eiji qui est réveillé et qui joue à un des plus grands jeux de l'histoire du jeu vidéo, à Mario Kart. Voilà. Ça nous rappelle bien des souvenirs avec cette manette légendaire. Et là, on voit Tony qui essaie d'avoir une espèce de
discussion avec son fils, mais son fils est totalement absorbé par le jeu. Voilà, il commence à jouer avec lui. Alors, Christopher, la scène d'après, c'est Christopher et Adriana. Adriana qui vient chercher Christopher à l'hôpital. Donc, pour ceux qui se souviendront, voilà, fin d'épisode 3, Christopher qui s'était fait battre par les hommes de Junior. Et Christopher qui pense que ce sont les hommes de Tony qui lui veulent du mal, puisqu'il pense que Meadow l'a balancé pour avoir donné de la drogue à elle et à Hunter dans l'épisode précédent. Donc lui il pense que les hommes de Tony sont à sa poursuite, donc il sort de l'hôpital avec Adriana et il est en pleine crise de paranoïa et il va demander avec insistance où est la voiture. Adriana qui prend ça vraiment à la cool comparé à Christopher qui lui n'en peut plus, il est au bout de sa vie à ce moment-là, il est en stress. Et Adriana qui ça la saoule, ça la saoule complètement cette crise de parano. Elle va le faire chier en lui disant que tu savais que il y a une infirmière qui m'a dit que tu t'étais pissé dessus pendant ton sommeil ou pendant ton coma, je sais plus trop ce qu'elle a dit. Et ça énerve beaucoup Christopher. Alors petite correction, en fait alors je sais pas si elle dit il s'est pissé dessus, mais en tout cas il avait fait dans son pantalon quand le Russe avait fait son simulacre d'exécution. Donc il s'était clairement chié dessus. Et c'est ça qui gêne Adriana, qui la dégoûte un peu. Et le fait qu'Adriana dise ça à Chris, lui ça le rend fou parce qu'il se sent humilié total. Ah ouais, là, le coup qu'il a pris sur l'ego. C'est vrai en plus, ouais, c'est pas idiot. Ouais, j'ai du mal à interpréter le texte. Mais ouais, une scène qui me fait assez rigoler. En fait, le contraste d'Adriana quand on a clairement rien à foutre et Christopher, lui, qui n'en peut plus. Et là, je te laisse faire la scène suivante qui est assez importante. Cette scène numéro 4. Tu vas nous en parler. Donc ils arrivent tout affolés à l'appartement de Brendan pour voir si tout va bien de son côté. Ils regardent dans toutes les pièces, pas de Brendan. Sauf que Adriana regarde dans la salle de bain et elle voit Brendan gisant dans son sang, dans sa baignoire. Voilà, avec une balle dans l'œil. Elle crie, Christopher arrive et là ils comprennent que c'est très chaud et que c'est peut-être pas Tony. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans sa logique à lui, s'il pense toujours que c'est Tony qui lui veut du mal, putain, t'imagines le niveau de stress du mec quand même, c'est ouf. Puis là on va arriver sur une autre scène au collège. Donc là, scène très différente puisqu'on arrive au collège avec Anthony Junior qui va faire un canular téléphonique à un autre élève qui se trouve dans le même couloir. En gros, pour faire passer un message. Alors, je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais bon, à l'époque, tu pouvais envoyer des messages audio à des beepers. Donc l'élève va recevoir ce message. Il va recevoir ce message et il va immédiatement savoir que ça vient de la part d'Anthony Junior. S'en suivra une bagarre entre les deux et un professeur viendra les séparer. Donc pour l'instant, on n'a pas plus de contexte par rapport à ce nouveau personnage, c'est cet élève, enfin l'ennemi d'Anthony Junior, mais on en saura plus un tout petit peu plus tard. Ouais, c'est ça. Et Anthony Junior qui repart avec un polo complètement déchiré. Voilà. La scène suivante, on voit Tony dans un hôpital. Alors c'est assez étrange parce qu'on voit on comprend qu'il va voir le docteur Melfi, mais moi dans mon imaginaire, tu vois, je voyais vraiment Melfi dans un cabinet médical indépendant, tu vois. Et là on voit que c'est vraiment dans un complexe hospitalier. Et là il est dans le couloir et au loin il aperçoit sa plus grande angoisse, il aperçoit un de ses coéquipiers, il aperçoit Silvio dans le couloir, de loin. Silvio ne le voit pas, donc il a le temps de se cacher, mais ces risques qu'il imaginait sont vraiment réels en fait. Donc il se cache, Silvio s'en va, et il voit que Silvio était simplement venu pour un contrôle de dents ou quelque chose de dentaire. Et là, il se dit c'est vraiment chaud. Et là, je pense qu'il se dit qu'il va tout arrêter parce que c'est trop risqué. Scène suivante, chez Melfi. Alors voilà, Tony, donc, qui a attendu que Silvio sorte
de l'hôpital pour entrer dans le cabinet du docteur Melfi. Tony qui va lui dire que voilà, c'est peut-être pas judicieux de continuer ses visites, ses rendez-vous, à compter des risques qui peut nuire à sa vie. Cette scène est assez courte, ça s'arrête un peu là-dessus. Si tu veux, je peux poursuivre avec la scène suivante, qui sera la scène au collège avec Meadow et Hunter. Donc là, c'est Adriana qui sera a priori envoyée par Christopher pour aller chercher Meadow à la sortie du collège. Donc Meadow et Adriana vont monter dans la voiture, et là se cache derrière la banquette arrière Christopher qui va surgir et qui va hurler sur Meadow en lui mettant un gros coup de pression pour lui faire avouer la vérité. Voilà. Est-ce qu'elle l'a balancé ou pas par rapport à la drogue que Christopher lui avait filée. Meadow, lui... elle. Meadow, elle va confirmer qu'elle n'a rien balancé du tout et que Tony s'inquiète justement pour Christopher puisque ça fait un jour ou deux qu'il n'a pas de ses nouvelles. Donc, pour s'excuser, Christopher va lui dire si tu veux, on va faire quand tu étais plus jeune, je vais t'acheter un Happy Meal pour me faire pardonner. Ça m'a fait sourire. Mais clairement, Christopher, il est en panique totale. T'as vu comment il moleste la fille quand même de Tony Soprano et tout. Il lui serre le bras et tout, et même Mido a mal. Il est à cran total. Il sait que sa vie elle peut être finie dans les jours qui arrivent. Donc oui, le truc du Happy Meal et tout, bien sûr, on va acheter un jouet à Mido qui est au collège. C'est génial. Scène suivante, on retrouve AJ dans sa chambre, et il y a Carmela qui arrive. Alors moi, AJ, la chambre, je comprends pas déjà, j'ai jamais compris. C'est des trucs de Marilyn Manson, il est avec un t-shirt de Marilyn Manson. Moi c'est vraiment tout ce que je déteste. Donc j'ai un peu du mal à voir ça dans la maison des Sopranos, mais c'est pas grave. Donc Carmela lui demande des comptes parce qu'elle a trouvé son polo déchiré dans la poubelle, et elle lui dit qu'il est pas soigneux et qu'il va falloir rembourser. Donc je sais plus s'il lui raconte la vérité, mais je crois pas. Et donc Carmela lui propose, AJ lui propose de nettoyer la voiture pour récupérer ses $40. Ouais, exactement. Il me semble pas non plus qu'il lui ait avoué à ce moment-là cette bagarre à l'école. Je ne pense pas. Je crois pas. Scène suivante, assez intéressante, puisque on va retrouver un personnage que l'on aime et qu'on peut détester. Qu'on adore détester. Et là, c'est la visite de Tony à sa mère Livia dans cette maison de retraite. Résidence médicalisée, attention à ce que tu dis. C'est vrai, il ne faut surtout pas évoquer le terme maison de retraite avec Livia. Donc Tony qui va lui passer le bonjour, qui va lui ramener des macarons, il va dire t'as vu maman, je t'ai ramené des macarons, c'était préféré. Livia qui va lui dire mais à l'espèce de geste de la main d'un air dégoûté, dire non mais ils sont trop sucrés. Et moi, je sais pas pourquoi, ça me fait toujours rigoler, parce que malgré ses efforts, tu vois, à répétition, elle est tellement difficile à lui faire plaisir. Enfin, je sais pas, tu peux jamais lui faire plaisir. Et ça fait toujours de la peine, ça me fait toujours de la peine de voir Tony galérer à essayer de lui faire plaisir. Tony qui lui rappelle que voilà, ils organisent un voyage entre... alors, comment t'appelles ça en français, pardon une sortie. Entre les gens de la résidence, des retraités. Ouais, une sortie de groupe organisée par la résidence médicalisée. Ouais, donc Livia qui veut surtout pas s'y joindre. Elle déteste tout le monde. Elle est vraiment pas sociable. Et elle va prier. Elle va dire je prie pour que Dieu vienne me chercher. Alors le texte en français, je sais pas si c'est le même, mais c'est vraiment le drame au maximum avec elle à chaque fois. Tony, lui, ça le saoule.
il va sortir. Il va lui dire, il va laisser des macarons. Livia qui va lui demander de laisser des macarons quand même pour ceux qui sont dans la maison de retraite. C'est pensionnaires, voilà, c'est le mot que je cherchais, pour les autres pensionnaires. Avant de sortir. Tony qui va rencontrer un détective. Alors, flic, détective, je sais pas s'il est encore dans le service. Je pense que oui, on verra ça plus tard encore. J'ai pas envie de spoiler l'histoire, mais C'est un inspecteur. Un inspecteur qui... alors, il le rencontre d'une manière sur la scène assez crade, parce que en fait, Vin, il a été convoqué par Tony pour un rendez-vous, et il l'a convoqué à Green Grove. Et là, on voit Vin Makazian qui est en train d'uriner dans les fleurs devant des vieilles dames, ce qui rend un peu fou Tony, sachant que ça aurait pu être sa mère. Donc, Vin, c'est un inspecteur. Un peu ripou, un peu au service de Tony. Et, en fait, Tony l'a convoqué pour lui demander un service. Il veut enquêter sur le docteur Melfi, il veut savoir tout ce qu'elle fait, il veut savoir son emploi du temps, il veut tout savoir. Vin Makazian, je crois qu'il n'a pas compris qui était vraiment le docteur Melfi. En même temps, Tony ne lui dit pas. Donc direct, Makazian, vu que c'est un mec un peu bizarre, très orienté sur l'alcool, on verra, sur les femmes, sur le jeu, il pense que c'est une des poules à Tony. Tout à fait. Ouais, le portrait de Vin, c'est un inspecteur, je sais pas, en bout de route, un peu mal habillé, déparpillé. Il a l'air fatigué, il a l'air crevé. C'est vraiment le portrait cliché d'un espèce d'alcoolique en fin de carrière, corrompu évidemment jusqu'au cou. L'acteur John Hard, je trouve qu'il le joue trop bien, ce rôle de flic un peu dépravé, qui... Alors certainement un bon flic, hein, mais un mec un peu sûrement saoulé par son système, je pense. Cette suivante, on va se retrouver pour la dernière fois à l'hôpital pour la dernière visite de Jackie April. Donc là, on va retrouver toute l'équipe. On va retrouver Tony, on va retrouver Polly, Silvio qui sont là autour de Jackie. Et là surgit Christopher qui rentre dans la pièce. Il arrive de nulle part un petit peu. Enfin. Et Tony, vraiment, en le regardant, a l'air très inquiet. Il lui dit qu'est-ce qui se passe. Et Christopher qui va lui dire Brendan est mort d'une balle dans l'œil. Et là, il me semble. Et en plus, il vient avec une je t'ai coupé, excuse-moi. Non, j'allais dire. En plus, il vient avec. Comment ça s'appelle le truc que t'as au cou là, pour les cervicales là, quand t'es blessé, je sais plus comment ça s'appelle. Une minerve, c'est pas une minerve ? Une minerve, exact. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc là, Christopher, elle arrive avec cette espèce de minerve là, une minerve géante, XXL. Voilà, donc il mal en point. Et là, je sais plus qui c'est que dans la pièce qui va dire. C'est la signature de Mogreen. Voilà, la baille dans l'œil de Brendan, c'est la signature de Mogreen dans Le Parrain. C'est Poussy. C'est Poussy qui va le dire, d'accord. Mais Christopher, lui, il veut vraiment venger Brendan, c'est vraiment son but à ce moment-là. Donc il sort un flingue direct, carrément dans la chambre, il sort un flingue et le charge. Il sort de la pièce. Tony, paniqué et affolé, évidemment, va le suivre pour qu'ils aient une discussion. Et Tony qui va dire mais rentre chez toi, va te calmer, je vais m'en occuper. Donc, Tony qui va s'en occuper tout de suite. Donc il se dirige vers l'ascenseur pour sortir de l'hôpital et là il va chourer une agrafeuse. Ce sera un petit détail important pour la scène d'après. Tu vas nous en parler. C'est une scène assez comique. Ben ouais, alors Tony, muni de son agrafeuse de bureau, il va pas faire du travail administratif, clairement. Il vient voir Mickey Palmis et Junior par la même occasion. Donc Mickey Palmis, comme de son habitude, est dans la voiture. Alors tu vois, j'aurais plus pensé que Mickey Palmis était un conseiller de Junior, mais en fait non, j'ai plus l'impression que c'est son bras droit, chauffeur.
pas sûr que ce soit le gars de bon conseil. C'est vraiment le bras droit. Et donc il est là, il l'attend dans sa voiture pendant que Junior est en train de déjeuner avec des collègues, des amis à lui. Tony, alors je crois qu'il voit Mickey Palmis qui lui met une patate, il me semble, qui le sort de la voiture et il commence à lui agrafer son costard de manière très agressive. Bon, voilà, ça se fait pas. Mais voilà, il le frappe au sol et lui agrafe le costard. Sûrement un costard d'ailleurs qui avait été tiré du chargement Comley. Sûrement, je pense. Pas con, j'y avais pas pensé, mais c'est fortement possible. Ouais, alors oui, c'était Mikey qui était dans sa voiture. Et le prétexte de Tony pour aller lui parler, c'est qu'il avait une amende sur son pare-brise. Donc il prend l'amende du pare-brise. Ah oui. Et quand Mikey sort pour prendre l'amende dans la main de Tony lui met une patate et voilà, utilise la craveuse. Par contre, ce qui me fait marrer, tu vois, sur cette scène, c'est de la façon laquelle Tony va se débarrasser de la graffeuse. C'est, on dirait il se débarrasse d'une arme du crime, tu vois, un flingue. Tu sais, il le balance sur les lieux du crime, c'est qu'après, comme s'il avait tué quelqu'un. Je trouve ce détail assez marrant, parce que c'est comme quoi leur façon de vivre en fait les suit vraiment partout, quoi. Peu importe ce qu'ils font. Ouais, c'est une gestuelle mécanique pour eux, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc suite à ça, il laisse Mickey Palmis au sol et il rentre dans le Vesuvio. Il demande à parler à Junior. Il y a un espèce de bodyguard accoudé au bar, comme d'habitude. Et là, Tony, il vient discuter avec Junior pour éviter une espèce d'escalade entre les deux équipes qui pourrait avoir de plus grandes conséquences. Junior, clairement, il se sent agressé parce que Tony lui dit pas bonjour et que Tony est trop irrespectueux envers le groupe de Junior avec ses histoires de camions, machin, et carrément, il lui dit que maintenant, après la dérouillée de Chris, que maintenant Chris il bosse pour Junior et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais, et Tony qui va pas se laisser marcher dessus, qui va pas céder à la demande de Junior, et Junior qui va dire tu vois, je te tends la main, tu vois, et tu la rejettes, comme si Junior avait trouvé une espèce de solution pacifique en fin de compte pour arrêter ces violences inutiles. Et puis Junior quand on a marre de voir Tony toujours lui marcher dessus, qui va lui dire la prochaine fois que tu viens me voir, tu viens armé ou tu viens pas du tout. Non, ça c'est une menace, c'est une grosse menace, ça. C'est genre en mode la prochaine fois il risque d'avoir des morts, clairement. Tony Soprano, neveu ou pas, là il y a plus de famille qui tiennent. Voilà, ils sont vraiment en fait au bord d'une guerre de territoire, une guerre de famille. Climat assez chaud entre les deux personnages. Et là, on va arriver sur une autre scène où Tony va rencontrer le détective privé, enfin l'inspecteur. D'abord, il y a la scène de Vin Makazian qui file la voiture de Melfi et le rencard de Melfi. Ah pardon, je suis désolé, j'ai sauté une page. Bah si tu veux, tu peux la faire, hein, la scène. Donc scène suivante, on retrouve Vin Makazian en voiture avec un de ses collègues policiers qui est en train de filer une voiture. Alors Makazian sait très bien qui il est en train de filer. Il file le docteur Melfi, mais il prétexte à son coéquipier qu'il y a eu un couple qui a fait un triple homicide dans le coin. Donc c'est Melfi qui est côté passager et elle est avec un homme qui s'appelle Randall. Alors on comprend que c'est plus ou moins son rencard du moment et ils discutent, ils viennent de passer une bonne soirée et là le grand détective Vin Makazian met le gyro et leur ordonne de s'arrêter. Vin il sort de sa voiture, il contrôle le gars, papier du véhicule, est-ce que vous avez bu évidemment, quand tu sors de soirée, t'as bu 2-3 verres de vin. Et donc il lui demande de sortir du véhicule. Il lui demande de marcher, voir s'il est en état d'ébriété. Clairement, on voit qu'il cherche une espèce d'embrouille, une espèce de rapport de force, tu vois. Et c'est là que Vin le frappe. Vin frappe le rencard de Melfi. Il le tabasse au sol avec des coups de pied. Et Vin, en fait pour lui,
C'est un idiot, clairement. Il pense que ce Randall, il marche sur les plates-bandes de Tony. Il pense que genre Melfi est infidèle à Tony avec ce Randall, alors qu'en fait c'est juste Tony voulait juste des infos sur sa psy. Vu qu'elle sait tout de lui, il voulait savoir tout d'elle. Et moi, je m'étais dit que le fait qu'il ait voulu l'arrêter, en fait, ça lui permet aussi d'en savoir beaucoup plus pour savoir qui est vraiment Randall, en fait. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tu vois, les informations supplémentaires, en fait, que tu pourrais avoir que s'il était parti à la police. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc là, c'est le lendemain et Tony va rencontrer Vin pour que Vin lui donne son rapport sur la situation, les informations de la vie privée de Melfi. Donc il va lui dire que voilà, en fait, elle a une vie assez basique. Voilà, quelques amis, le gars qu'elle rencontre. Mais il va aussi faire une révélation à Tony qui va vraiment le tracasser, c'est que Melfi voit aussi un psychologue. Donc ça, pour Tony, c'est scandale. Parce que là, du coup, tout ce qu'il dit à Melfi peut potentiellement le répéter à un autre psychologue. Puis ça peut très très mal se terminer. Donc cette scène est assez courte. Mais voilà, ce détail est très important quand même. J'aime bien là où ils se rencontrent. C'est vraiment un endroit. T'es au milieu des pelles mécaniques, c'est sale, c'est vraiment ambiance soprano, tu vois. Ouais, c'est le cliché un peu des rendez-vous gangsters dans les terrains vagues. Enfin, ouais. Exactement. C'est vraiment cette ambiance-là qu'on voit dans cette scène. Et tu vois à la fin de la scène et tout, t'as l'impression que Vin Makazian, il a beaucoup d'estime pour Tony, mais c'est absolument pas réciproque, tu vois. Toujours Makazian, il va vers Tony, il lui pose des questions, et toujours Tony, il le rembarre total. Tony, il a aucun respect pour Vin Makazian. Alors je pense que c'est parce que déjà il aime pas parce que c'est un policier, d'une, mais je sais pas, il y a un truc, il a horreur de ce type. Ouais, c'est vrai, c'est vide, sans dire qu'il cherche la reconnaissance, c'est vrai, ouais, c'est comme tu dis, peut-être qu'il recherche un peu l'amitié. C'est ça. Il lui parle normalement, tu vois, quand Vin s'adresse à Tony, il n'y a aucun stress de sa part, il n'y a aucun... Tu vois, il n'y a aucun préjugé ou quoi que ce soit, et il lui parle un peu comme à un pote, mais bon, c'est vraiment, ouais, c'est pas réciproque du tout, quoi. Bon, alors, scène suivante, j'aime beaucoup cette scène, parce que c'est un dîner entre les capitaines. Alors, c'est des premières apparitions, il me semble. Bon, il y a Tony, forcément. Première apparition de Raymond Curto, qui est capitaine, au même titre que Jimmy Altieri et que Larry Boy Barézé. Larry Boy Barézé, je sais pas si tu l'as reconnu, il jouait le restaurateur dans Les Affranchis. Celui qui réclame la note à Tommy DeVito. Oui, bah, lui, il n'a pas trop changé encore. Lui, il est reconnaissable à ce moment-là. Ouais, bon, il a un petit peu, il a pris un peu de poids entre les années, mais ouais, il est facilement reconnaissable. Et Jimmy Altieri, qui est joué aussi par Joseph Badalucco, qui non seulement joue ce rôle dans la série des Sopranos, mais aussi il est accessoiriste. Ah d'accord, bah, j'en avais aucune idée. Tu vois, bon point. Ils font pas mal de trucs. Mis à part jouer, quoi. Ça, c'est cool. Donc là, ça parle de la guerre des clans avec Junior, qui va prendre le rôle, parce que Jackie commence à partir, et tout le monde, j'ai l'impression que personne ne veut être le boss vu la situation. Ouais, personne veut prendre le job. Ils ont tous des excuses pour pas vouloir être à la tête de la famille. Même Tony, à ce moment-là, je sais pas s'il est chaud ou pas pour le faire, mais je sais pas, j'ai pas l'impression à ce moment-là qu'il veuille absolument remplacer Jackie. Alors ça peut s'expliquer d'une multitude de raisons, peut-être par respect, peut-être parce que c'est un boulot qui est trop prenant, mais je sais pas, peut-être qu'il a déjà un autre plan dont on parlera plus tard. Mais je sais pas vraiment ce qu'il pense à ce moment-là. Il a pas l'air sûr de lui par rapport à ça. Ben ouais, on dirait qu'il veut pas du poste. Alors il propose à Raymond Courteau. Et j'aime bien cette scène parce qu'en fait il parle de Ercole Di Meo. Je crois que c'est peut-être la première ou la deuxième fois qu'on en a parlé. Il dit que le vrai boss en fait le vrai boss de la famille, en fait, il est enfermé à Springfield. Il est en train de dépérir là-bas. Et c'est pour ça que Jackie avait pris le poste par intérim.
Et donc Tony lui dit que le grand chef aurait voulu que ce soit lui. Raymond, il veut pas. Il a un enfant qui est malade. Justement, il retourne le truc et il dit à Tony, c'est justement non, c'est toi qui devrais prendre le poste. Donc en fait, voilà. C'est un peu brouillon, personne le veut. On sait qu'il y en a un qui le veut, vraiment. Un capitaine qui est pas à ce repas, c'est Junior. Alors, tout à fait. Alors, ils se lancent tous un peu la balle par rapport à ça. Et effectivement, Junior qui n'est pas présent, mais bon, on connaît la soif de pouvoir de Junior, puisqu'on en a déjà parlé dans l'épisode, je crois, 1 ou 2. Exact. Mais on y reviendra, puisque c'est pas la fin de cet épisode, et il reste encore beaucoup de scènes. Mais ouais, Junior, effectivement, n'est pas là, et on en reparlera un peu plus tard. Scène suivante, retour sur Anthony Junior au collège, qui va essayer de retrouver ses $40 pour pouvoir rembourser sa mère Carmela par rapport alors je sais pas, c'est un t-shirt, un manteau, je sais plus. Un polo. Un polo, voilà. Mais il faut qu'il prenne cet argent, qu'il se fasse rembourser pour ce polo. Voilà. Donc il va demander la thune et une nouvelle bagarre éclate encore. Et une nouvelle fois, ils vont se faire séparer. Petite scène encore assez courte. Bon, ça va être un peu répétitif. On va retrouver Anthony Junior à son collège plusieurs fois dans cet épisode. AJ qui finit en sang. AJ qui finit en sang. Et le petit Jeremy Costa qui le met en duel et tout. Genre, comme ça se faisait au collège et tout. Genre, demain au stade à 15h. Voilà. Il lui donne rendez-vous. Là, il va avoir une vraie baston. Et personne va nous séparer. C'est ça. On va voir ce que ça donnera un peu plus tard, cette baston, justement. Ça va être assez marrant. Scène suivante, c'est Tony qui est à l'espèce de Jardiland, magasin pour essayer d'acheter de l'insecticide pour son jardin. Et là, il voit justement le père Piocasa, donc le père de Jérémy, avec qui s'est embrouillé Anthony Junior. Tony, qui n'a pas l'air au courant de cette bagarre, mais le père, l'autre père de famille, lui, a bien l'air au courant, puisque dès qu'il voit Tony, il est tout de suite en panique. Puis il voit Tony, surtout avec une hache, donc ça rend pas les choses faciles pour lui. Oui. Donc Tony qui va lui dire... Hey, comment ça va? Tu te souviens, nos gosses, tu vois, ils partaient en espèce de colonie de vacances ou je sais pas quoi. Ce serait bien qu'on se revoie, faire un barbecue chez l'un ou chez l'autre. Et l'autre père de famille, Piocasa, justement, va dire oh, ok, pas de souci, et puis va vite se barrer pour esquiver Tony. Ouais, en fait, je crois qu'il était venu acheter un truc, mais au final, il est tellement en panique qu'il achète rien, il se barre de suite. Mais il lui passe quand même le message, il lui dit vous savez, je crois que les enfants, ils sont plus aussi proches qu'avant. Oui, il va lui dire ça justement. C'est vrai, en plus j'avais complètement zappé, je suis désolé. Ouais, bon petit point ça aussi. Donc là on repart à la maison des Sopranos. Tony revient de son petit marché, sûrement qu'il a acheté son insecticide totalement interdit. Déjà on voit dans cette scène qu'il rentre, il a une tête un peu hagard, fatiguée, et il se pose dans la cuisine. Il commence à cligner fort des yeux et il tombe. Voilà, il tombe, ça fait un gros boom parce que c'est Tony Soprano. Carmela vient l'aider à se relever et là il commence à lui dire qu'il va sûrement arrêter d'aller chez le psy parce que c'est trop risqué. Carmela, qui trouvait que c'était une idée formidable, commence à lui faire du chantage en lui disant qu'il en subira les conséquences. Mais on ne sait pas vraiment sur quel levier de quel levier elle parle, de quel chantage, de quelles conséquences, on sait pas. Ouais, et peut-être toi t'as une idée. Ben, en fait, le problème c'est que ayant vu la suite, évidemment, on sait ce qui va se passer, mais je préfère laisser le suspense là-dessus. Mais oui, Carmela qui prend la tête par rapport à ça, puisqu'il va arrêter. Moi, je trouve Carmela assez dure sur cette scène, puisque elle lui demande si elle a déjà pris ses médicaments. Tony lui dit que non, qu'ils sont restés dans la salle de bain. Puis Carmela, au lieu d'aller chercher les médicaments, à la fin de ces discussions, elle fait tu vas les chercher toi-même, tu vois. Tu te démerdes, tu te bouges le cul, tu vas chercher tes médicaments toi-même. Je la trouve assez dure par rapport à ça. Mais ouais, je pense que ça l'a fait chier que Tony arrête ses rendez-vous avec le psychiatre. Note aussi que
il lui a toujours pas avoué que c'était une femme, Dr Melfi. Donc pour Carmela, Oui. c'est toujours un mec. C'est toujours un homme. Parce qu'il emploie toujours le masculin par rapport à Melfi. C'est ça. Donc scène suivante, on est de retour dans le cabinet du docteur Melfi. Tony lui parle de son malaise, il lui parle de ses embrouilles avec son oncle, sa mère. En fait, Melfi, elle lui dit, mais vous savez, avec les gens âgés, des fois ils se comportent comme des enfants. Et elle lui dit un truc très important. Elle lui dit, en fait, il faut des fois leur laisser croire ou laisser l'illusion qu'ils sont les maîtres du monde. Et en fait, cette phrase, elle va résonner dans la tête de Tony et ça aura beaucoup d'importance pour la suite. Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est un point très important de cette discussion. On va aussi recommander un bouquin à Tony. Alors Exact. comment parler aux personnes âgées, une espèce de bouquin comme ça, pour l'aider justement à pouvoir communiquer avec sa mère et son oncle. C'est ça. Scène suivante, on suit Christopher qui est dans la rue, voilà, qui va chercher son pourcentage. Alors, je n'ai pas compris si c'était un dealer, je pense que oui. Oui. Il va chercher son pourcentage à son dealer, la recette de la semaine. Mais Junior, ou au moins les hommes de Junior, sont déjà passés par là pour faire la collecte. Le dealer va dire à Christopher que les hommes de Junior étaient venus armés et que du coup il a pas lutté, il a donné les thunes. Ça va énerver Christopher qui va frapper le dealer et qui va essayer de l'étrangler avec son yo-yo. Alors ça, j'ai trouvé ça aussi assez marrant. Avant de quitter la salle. Alors on avait la graffeuse, maintenant on a le yo-yo. Ouais, c'est des objets, ils trouvent un peu tout ce qu'ils ont sous la main, quoi. Ils prennent un peu tout ce qu'ils trouvent dans l'environnement. Ouais, je trouve ça assez marrant. Donc voilà, Christopher frustré évidemment. Sa vie à ce moment-là, c'est vraiment désorganisé, tu vois. Il a plus le pied nulle part. Bien sûr. Là en plus on lui coupe les vivres puisque c'est Junior qui prend sa thune. Donc là il sait plus vraiment sur quel pied lancer à ce moment-là. Donc Ouais, très frustré. Et là, il se fait malmener par tout le monde. Ouais, et là tu vas nous parler de la scène suivante. Alors, scène suivante très importante. Alors, scène suivante, c'est Eiji qui se rend au stade suite au rendez-vous de Jeremy Piocosta. Alors vraiment, c'est vraiment des trucs de gosse, tu vois. Il y a vraiment les deux teams. Ça parle stratégie de combat, de balayette. Ça propose une petite barre chocolatée avant le combat, manière de prendre je crois que c'est des glucides ou je sais pas, du sucre rapide. Et ça stresse un peu Eiji. Ça stresse un peu Eiji. L'autre combattant UFC Piocosta arrive. Voilà. Là, les deux protagonistes sont là pour le plus grand des combats. Voilà. Le premier mouvement, c'est Piocosta qui met la main à la poche et qui sort les $40 à Eiji. Voilà. Eiji qui prend les $40 et il me dit non mais moi je veux me battre. Donc Piocosta lui dit c'est trop risqué. C'est trop risqué. Et ça, Eiji le comprend pas parce que il sait pas réellement de quelle famille il vient, qui est son père. Et sûrement que les parents de Jeremy Piocosta lui ont dit bon, tu files les $40 au Soprano et tu nous emmerdes pas avec tes histoires, sinon ça va nous retomber dessus. Donc voilà. Il n'y a pas de bagarre au final. Piocosta est humilié. On dit à Eiji qu'il est super impressionnant, mais en gros tout le monde est déçu qu'il n'y ait pas eu de bagarre. Ouais, c'est l'ambiance de l'école, quoi. Mais ouais, ça fait beaucoup rire un peu la naïveté d'Anthony Junior qui va dire ouais, je savais que tu te défilerais, tu vois. Complètement. Et il comprendra plus tard la vraie raison. Mais oui, évidemment, c'est forcément les parents qui ont fait pression pour qu'ils filent les $40. On va pas se fâcher avec les Sopranos pour 40 balles, ça c'est inutile. Sûrement pas. Alors, scène d'après. Alors moi justement j'avais sauté une page, tu vois, c'est pour ça que je disais scène très importante, mais en réalité c'était pas la scène de la bagarre, c'était la scène qui arrive. Alors la scène suivante très importante dans cet épisode, a marqué un vrai tournant dans cette saison 1. Donc là on retourne au Bing où Tony, là on voit Tony justement en train de lire le livre que le docteur Melfi avait recommandé. Soudainement, flash télé, les infos qui déclarent la mort de Jackie April à l'hôpital.
âgé alors de 44 ans. Donc là, évidemment, Tony fond en larmes. Tony, Paulie, Silvio, Pussy qui se réunissent et font un toast à son honneur. Même les danseuses sont... tout le monde s'arrête, il n'y a plus de musique. Et il y a une danseuse qui dit j'oublierai jamais où j'étais aujourd'hui. Ouais, ça m'a fait rigoler, ça, tu vois, c'est une réplique un peu courte, mais ça m'a fait sourire. Et là, il y a Chris qui arrive à son tour et qui demande à Tony s'il connaît la nouvelle, machin et tout. Et donc, tout le monde est au courant. Chris qui surenchérit avec ses problèmes, comme quoi Junior a pris les sous de sa tournée. Et Chris, dans sa fougue qu'on connaît, il commence à dire ouais c'est bon, ça va partir en guerre et tout, on va sortir les bazookas comme dans Scarface et tout. Bon, il part totalement en vrille et tout, tu vois. Et là, Tony lui dit bon là, on a un ami qui est décédé, on va voir ça plus tard et tout. Et Chris, ça le rend fou. Il dit arrête de faire le politicien. Si tu fais rien, je remettrai en doute tes qualités de chef. Et là, Tony, ça le rend fou. Il le chope par le col. Et il est à deux doigts de le démonter, en vrai, je pense. Il est à deux doigts de le démonter. Il se retient. Parce qu'en fait, il a déjà un ami qui est mort aujourd'hui. Il veut pas qu'il en ait un deuxième. Et il part. C'est ça. Et tu vois, quand tu vois Christopher en train de avec égoïsme, tu vois, en train de raconter ses problèmes, j'aime beaucoup, tu vois, quand Paulie va lui dire vas-y, pas maintenant, tu vois. Grave. Et il continue, et là Silvio à son tour va faire un signe de la main, tu vois, en lui disant vas-y, ferme ta bouche, tu vois, c'est vraiment pas le bon moment. Et il va continuer vraiment à l'irriter jusqu'au bout. Et voilà, comme tu disais, voilà, que Tony qui va le prendre par le col. J'aime beaucoup, c'est la réaction des autres à côté, en fait. Mais genre tous ils sont là, c'est tous des hommes d'expérience. Et lui, Chris, il est clairement dans la fougue. Mais tu vois, malgré que ce soit des hommes d'expérience, tu vois, quand Tony part du Bing, bon, on sait qu'il va aller voir Junior sûrement. Et t'as Pussy qui dit War 99, tu vois, ça va être la guerre de 99. Et là, t'as Silvio qui surenchérit, qui dit adios Junior. Genre en mode, ils savent que là, ça va être sanglant, mais Tony, il est plus intelligent que ça. Et oui, en effet. Tony qui va justement visiter Junior, voilà, comme tu viens de le dire. Donc Tony qui va lui rendre visite dans un espèce de QG, un restaurant local, et qui va lui dire que voilà, Jackie est décédé, il faut maintenant un remplaçant à cette famille. Et stratégiquement, Tony va lui dire justement qu'il aimerait que ce soit lui, qu'il aimerait que ce soit Junior qui prenne les rênes de la famille. Avant de lui annoncer ça, il le fait un peu mariner quand même. Genre, oui, c'est vrai, oui, il va lui dire oui, la famille Soprano attend depuis longtemps. Et genre, on sait pas si Junior, il sait pas s'il parle de lui ou s'il parle de Tony. Ouais, voilà, il sait pas s'il parle de lui ou s'il parle de Junior. Et une fois que Tony lui annonce le choix des capots, et là Junior il a son meilleur sourire et tout, tu vois. Ah, il est fier à ce moment-là. Mais en contrepartie, Tony, quand même pas idiot, il va lui dire vu la taille du cadeau, je vais quand même lui demander de me donner 2-3 emplacements stratégiques par rapport au business. La requête à laquelle évidemment Junior va accepter. C'est ça. Le casino Bloomfield. Voilà, Bloomfield et l'Union. Et Junior, voilà, évidemment, il va accepter puisque il a attendu ce poste toute sa vie. Il va juste accepter sa requête pour pouvoir être tranquille et pouvoir devenir le chef de famille. Donc, c'est une bonne petite rencontre. C'est là où Tony, justement, se sert des conseils de Melfi pour être un meilleur stratège. Parce que, comme elle disait, il faut laisser aux anciens l'illusion d'être les maîtres du monde. Et en fait, c'est ça, il lui donne le poste, mais derrière, je prends le casino Bloomfield, Pavin Union, et c'est mené d'une main de maître. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Faut leur laisser croire qu'ils ont raison, en quelque sorte. Et là, du coup, ça marche plutôt bien, ces conseils du docteur Melfi. Ça marche super bien. Sur Junior, en tout cas. Sur sa mère, c'est autre chose, mais... Ah oui. Scène suivante,
scène suivante, on est dans la maison familiale, un retour à la maison familiale des Sopranos, où Anthony Junior va voir sa sœur Meadow dans sa chambre et va lui parler de ses problèmes qu'il a rencontrés récemment, ses bagarres qu'il a eues à l'école avec Jérémy Piecosta. Et il va lui faire comprendre que Jérémy lui a donné les thunes pour son polo. Et Jack il comprend pas vraiment en fin de compte pourquoi, et Meadow qui va lui faire comprendre que il est naïf, que Anthony Junior est naïf puisqu'il comprend toujours pas la situation familiale dans laquelle il est vraiment. Il voit son père encore comme un mec qui travaille dans une usine de recyclage pour déchets. Donc il n'est pas du tout dans l'esprit mafia. Donc Meadow va lui montrer ça sur internet. Il va lui dire tu vois, c'est une famille de mafieux en réalité, et va lui imprimer des pages d'informations pour montrer à Anthony Junior vraiment la vérité de la situation familiale. Moi, cette scène, elle est bon. Voilà, on voit que Eiji va comprendre qui est son père. Mais juste pour revenir à son embrouille avec Jérémy Piecosta, hier, je me suis fait la réflexion. Il y avait 2 duels d'homme à homme dans cet épisode. T'avais Piecosta et Eiji, et Tony et Corrado. Et en fait, les 2 duels, ils semblaient partis pour aller à la bagarre, pour finir en bain de sang. Et au final, ça a été résolu par l'argent. Très très bon détail. Tu vois, j'avais même pas pensé à ça. Tu vois, ça c'est un bon point de vue. J'avais pas pensé à ça du tout. Et maintenant que tu le dis, tu vois, ça a l'air tellement plus clair en fin de compte. C'est vrai en plus. C'est vrai. Mais je pense que c'est fait exprès aussi. C'est bien un truc de chase, ça, tu sais. Ouais, c'est fait exprès, mais tu vois, tu le regardes une fois comme ça, c'est un détail que tu peux facilement louper, mais en fin de compte, c'est vrai qu'en le disant, c'est pas idiot du tout. C'est certainement ça. Donc voilà, Eiji, il est dans sa chambre, il regarde la photo de son père avant de s'endormir, avec qui il fait de la pêche, et il se demande mais qui est vraiment cet homme ? Donc là, on retrouve Tony chez Melfi. Tony qui est en train de parler à Melfi de la première fois qu'il a vu un mort. Donc quand il avait genre 15-16 ans à peu près. Mais Melfi, elle est un peu bizarre à ce moment-là, puisqu'elle n'a pas l'air vraiment à l'écoute, elle a l'air un peu dans les nuages. Elle doit certainement, évidemment, réfléchir à ce qui s'est passé l'autre soir avec son ami, quand il s'est fait tabasser par Vin. Donc elle est vraiment pas à l'écoute. Elle n'est pas focus. Ouais, et elle va dire à Tony que toute cette violence-là, en fait, elle a du mal à la comprendre, puisque c'est dur pour elle de rester dans l'actualité de cette société, puisque elle est plus ou moins coincée dans son bureau 8 à 10 heures par jour. Donc elle est un peu déconnectée avec ce qui se passe en dehors de son bureau. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Et voilà, elle va lui dire que son ami... elle va lui parler un peu de cette soirée, justement, avec son ami. Et va lui dire que, voilà, son ami s'est fait battre par un détective, un inspecteur, pardon. Exact. Par rapport à ce contrôle routier. Et Tony qui va s'excuser, qui va dire « Ah, je suis désolé. Je suis désolé d'apprendre la nouvelle, je suis désolé. » Et Melfi qui va dire « Non, mais vous excusez pas, c'est pas de votre faute. » ça m'a fait plutôt rigoler quand tu sais qu'évidemment c'est pas exactement ce que Tony avait demandé, mais indirectement ça reste quand même un peu de la faute de Tony quand même. Mais oui, il comprend que c'est Vin, parce que en fait elle lui dit le truc, la fameuse phrase qui dit entrecôte, hamburger, il a capté qui c'était. Surtout qu'en fait ça, mais là on voit que demandé, Tony ça a l'air de l'énerver, parce que tu vois, son visage tu vois, il se crispe quand il commence à comprendre la situation. Donc voilà, et là on est sur la scène finale, voilà, aux funérailles de Jackie April. Junior, il est en mode boss, ça y est, c'est officiel. Il est assis au premier rang, accompagné de Livia. Et t'as le crew de Tony qui est un peu pas à l'écart, mais en retrait. Et justement qui disent que Tony a bien fait de le mettre boss, dans le sens où maintenant c'est le plus exposé, ça sera lui, et que eux ils vont pouvoir continuer à faire leur petite vie sans être les plus inquiétés en tout cas. Alors par rapport à ça, ce que j'aimerais essayer de comprendre en fait, c'est Tony va dire mais la vérité, c'est en vérité toutes les décisions
seront faites par moi. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? Est-ce que tu peux éclaircir un peu sa façon de penser à ce moment-là? Alors, franchement, à ce moment-là de la série, j'en sais rien du tout. Mais visiblement, il a une idée derrière la tête. Mais à ce moment-là de la série, bah, on comprend que bah, il est juste numéro 2, parce que bah, c'est Junior qui est officiellement le boss. Mais en termes de décision, je sais pas en quoi. Je sais pas pourquoi il dit ça. Ok. C'était juste pour voir si tu avais un espèce de point de vue supplémentaire par rapport à ça. Non. Voilà, et de loin, au fond du cimetière, tu vois Anthony Junior qui regarde son père de loin, entouré de toute sa bande, qui commence certainement à comprendre la vérité par rapport à cette situation familiale. Puis voilà, cette scène se termine comme ça. Mais c'est rigolo parce qu'en tout début d'épisode, dans le rêve de Tony, t'as Eiji aussi qui l'observe, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Et on voit que l'épisode aussi finit un peu comme ça, tu vois. Et Tony, hyper bienveillant, qui fait un clin d'œil à son fils en bon père de famille. C'est vrai. Mais tu vois, j'aimerais bien savoir comment... alors, du coup, ça voudrait dire aussi que le cauchemar qu'il a fait en début, de voir AJ au début, peut-être que ça le tracasse aussi, justement, que son fils, un jour, apprenne la vérité par rapport à lui. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. Et ouais, parce qu'au début, c'est vrai que j'avais pas tilté, mais maintenant, en le disant, c'est vrai que c'est un peu... Oui, c'est certainement ça aussi. En fait, beaucoup de choses le tracassent par rapport à ce cauchemar qu'il a eu au début d'épisode. C'est ça. Ton ressenti par rapport à cet épisode, dans sa globalité? Alors moi j'aime beaucoup parce que, bon, bah, rest in peace Jackie April. Moi j'aime beaucoup le fait d'avoir eu les premières apparitions de Jimmy Altieri. C'est un personnage qui a une bonne tête en tout cas, donc j'aime bien le voir à l'écran. Larry Boy Barrese aussi, ça m'a fait plaisir. Voilà, on est un peu plus dans la construction de la série, et là, on est avec le futur boss. Voilà, moi j'aime beaucoup. En fait, hiérarchiquement, on comprend qui fait quoi et comment. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Si, bah, avec cet épisode, on passe un cap. Voilà, on était avec Tony, l'oncle Junior, qui était capot, voilà, mais là, du coup, tout s'engrenage. Là, c'est ça. Donc, Junior prend la place de la tête de famille. Tony qui va être très très proche de Junior, justement pour diriger un peu tout ça. On a passé un cap. Et là, les choses vont commencer à être de plus en plus sérieuses, en tout cas. Juste une petite précision pour le titre, qui s'appelle Midoland. Alors, je sais pas, sûrement Tony Soprano et Carmela, ils ont appelé leur fille Mido parce qu'ils sont du Midoland. En vrai, c'est presque... Midoland, c'est le nom historique du New Jersey. En fait, les colons, ils l'avaient appelé comme ça. J'ai vu ça ce matin. Mido, ça veut dire prairie. En fait, il n'y avait que des prairies. Et à savoir, le Midoland, c'est un cimetière à ciel ouvert. En fait, tous les gens de New York, ils enterraient des gars dans le New Jersey, donc au Midoland. Voilà, c'est connu pour ça, visiblement. Et ouais, non, mais c'est une information qui peut avoir son importance. C'est intéressant. J'aime trop. Le choix des titres dans cette série, parce que j'ai l'impression que c'est tout un espèce de double sens. En fait, t'as plusieurs raisons au titre. Enfin, quand tu cherches bien, des fois, en re-regardant l'épisode, tu te dis, ah ouais, mais peut-être que ça veut dire ça, peut-être que ça veut dire ça. Tu vois, c'est super intéressant. J'aime beaucoup leur façon de nommer les épisodes. Mais ouais, franchement, cet épisode 4, il est exceptionnel. Et ouais, on passe un cap. Donc l'épisode prochain, on en parlera dimanche prochain, et ça va être sympa aussi. Complet. En tout cas, merci encore de nous avoir écoutés. On est super content parce qu'on a des écoutes, alors pas beaucoup, mais géographiquement, on est représenté sur tous les continents, donc ça fait plaisir. On en a en Amérique, on en a en Afrique, Océanie, Asie et Europe. Voilà, donc nous, ça nous fait kiffer. On trouve ça très divers et varié. Donc, voilà, mais on imagine que c'est des Français de l'étranger, donc merci beaucoup. Voilà, on essaie de revenir au plus vite avec un épisode 5. Et oui, à la prochaine tout le monde. Et puis n'oubliez pas de laisser des commentaires si vous voulez. On pourra répondre à des questions. On n'en a pas eu encore jusqu'à aujourd'hui, mais quand on en aura, on se fera un plaisir d'y répondre. Et merci à tous de nous écouter un peu partout. Et on se retrouve dimanche prochain.
Allez, ciao, ciao. Allez, merci à tous. Ciao.